Il se passe quelque chose à l'intérieur de la Lune, quelque chose que personne n'avait réellement envisagé. Ce n'est pas un bouleversement visible de l'extérieur, mais en profondeur, là où tout semblait figé, les chercheurs ont mis au jour une couche insoupçonnée de ce que l'on pourrait qualifier de gelée lunaire. Vous souvenez-vous de vos leçons sur la croûte, le manteau et le noyau? À l'image de la Terre, la Lune possède aussi des couches, une croûte, un manteau et un noyau. Toutefois, celui de la Lune est bien plus réduit que le nôtre. Le noyau terrestre est gigantesque. Il représente près d'un tiers de la masse totale de notre planète. Celui de la Lune n'en constitue qu'1 à 2%, et son diamètre n'atteint qu'environ 1/5 de celui de la Lune elle-même. Il est entouré d'un manteau rocheux et rigide. Mais entre ces deux couches se dissimule cette mystérieuse couche gélatineuse, bien plus déterminante qu'on ne l'imaginerait. Cette couche est molle et partiellement en fusion, ondulant et se déformant comme les marées de nos océans. Elle s'élève et retombe, s'étire et se déplace comme si elle possédait une vie propre. Son mouvement n'est pas chaotique, mais subtil et régulier. Nous savions depuis longtemps que la Lune influence nos mers et nos océans en provoquant les marées grâce à sa gravité. Mais il s'avère que nous l'influençons aussi en retour. Cet océan gélatineux réagit à la danse gravitationnelle entre la Terre et le Soleil. De plus, cette couche en fusion pourrait être constituée d'ilménite, un minéral particulièrement fascinant. L'ilménite est riche en titane, un métal léger et robuste que nous prisons énormément sur Terre. Le titane intervient partout, des pièces d'avion et des engins spatiaux aux appareils médicaux, jusqu'aux objets du quotidien comme les vélos et les ordinateurs portables, grâce à sa résistance remarquable à la chaleur et à la corrosion. Si la Lune possédait une couche riche en ilménite, ce serait extraordinaire. Les astronomes envisagent déjà l'installation de bases lunaires et si nous pouvions disposer sur place d'un matériau pour édifier des structures, des vaisseaux spatiaux ou même fabriquer les outils des astronautes, cela changerait la donne. Autrement, il faudrait acheminer tous ces matériaux depuis la Terre, ce qui coûterait extrêmement cher. C'est notre premier signe concret que la Lune n'est pas simplement un rocher froid et monotone. Elle se révèle au contraire dynamique, presque vivante, animée par des forces en mouvement sous sa surface. La NASA a employé des outils particulièrement avancés pour parvenir à cette découverte. Le Gravity Recovery and Interior Laboratory, ainsi que le Lunar Reconnaissance Orbiter. Ces missions spatiales sont conçues pour étudier la Lune, mais elles ne se contentent pas d'en observer la surface comme un simple télescope. Elles mesurent des phénomènes invisibles à l'œil nu, tels que la gravité lunaire et ses variations au fil du temps. Grail a envoyé 2 petits engins spatiaux autour de la Lune, baptisés Ebb et Flow, un choix fort astucieux. L'objectif était qu'ils volent très près l'un de l'autre, afin de mesurer les infimes différences de gravité au cours de leur trajet, comme s'ils percevaient l'attraction invisible de la Lune à divers endroits. Lorsque la gravité était plus forte, ils se rapprochaient, et lorsqu'elle était plus faible, ils s'écartaient. Ces données permettent aux chercheurs de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la Lune, même sans pouvoir s'y rendre physiquement. Et, pour clore la mission, les engins spatiaux ont été délibérément précipités sur la surface lunaire en décembre 2012. Le Lunar Reconnaissance Orbiter diffère légèrement. Il saisit des images extrêmement détaillées de la Lune et recueille de précieuses informations sur sa surface. En réunissant les données de Grail et du LRO, il a été possible d'identifier cette mystérieuse couche gélatineuse. Mais cette découverte bouscule tout ce que nous pensions savoir sur la géologie lunaire. Comment cette couche en fusion est-elle apparue? Depuis quand existe-t-elle? Et, plus fascinant encore, comment a-t-elle pu rester chaude durant des millions d'années? Voilà des questions qui valent véritablement des millions. Le noyau de la Lune produit de la chaleur, tout comme celui de la Terre. Mais il ne suffit pas de dire que la chaleur du noyau la maintient probablement en fusion. D'abord, le noyau lunaire est bien plus petit et bien moins actif que celui de la Terre, ce qui signifie qu'il génère beaucoup moins de chaleur. Ensuite, la Lune est globalement bien plus froide que notre planète, en parlant strictement de température. Avec une surface pouvant descendre jusqu'à 130 degrés, comment cette couche interne pourrait-elle demeurer dans cet état fluide? Cela demeure un mystère. Quoi qu'il en soit, cette substance visqueuse pourrait expliquer bien des phénomènes. Par exemple, les astronomes étudiaient l'origine des séismes lunaires. Ils pensent désormais que ces secousses pourraient être provoquées par cette couche semi-fondue qui se déforme et se déplace sous la surface. Au-delà de la Lune elle-même, cette découverte nous éclaire aussi sur d'autres corps célestes. Si la Lune, que l'on croyait n'être qu'un immense rocher immobile, possède une vie interne aussi dynamique, qu'en est-il des autres planètes, lunes ou astéroïdes? Pourraient-ils eux aussi dissimuler de tels mouvements secrets?
Elle nous aide même à mieux comprendre notre propre planète, notamment le fonctionnement des marées et d'autres phénomènes similaires. Les découvertes réalisées sur la Lune sont déjà remarquables. Récemment, d'immenses cavités ont été mises au jour sous sa surface, restées cachées pendant des millions d'années. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques soupçonnaient l'existence de tunnels et de grottes souterraines, appelées tubes de lave, car ils se sont formés à partir d'écoulements de lave. Et oui, logique. Il y a des millions d'années, la Lune était particulièrement instable. Elle a connu une activité volcanique notable, entraînant de violentes éruptions. Et lorsqu'un volcan entrait en éruption, la lave s'écoulait à la surface. À mesure que la couche extérieure de la lave se refroidissait et durcissait, elle formait un toit solide de matière sombre. C'est en réalité ce que sont les fameuses taches sombres de la Lune, des restes de lave ancienne. Mais la lave brûlante continue de circuler au centre. Une fois l'éruption achevée et la lave entièrement évacuée, il ne reste qu'un tunnel vide et creux, d'où l'appellation de tube de lave. Sur Terre, on peut en observer à Hawaï ou en Islande, où l'activité volcanique a créé des tunnels souterrains similaires. Le même phénomène s'est produit sur la Lune il y a des milliards d'années, bien que ces tubes soient nés bien plus impressionnants que les nôtres. En réalité, on pense aujourd'hui que les tubes de lave lunaire comptent parmi les plus vastes et les plus longs de tout le système solaire. L'une de ces cavités a été découverte sous la célèbre mare Tranquillitatis, la même où Apollo 11 s'est posé pour la première fois. Elle descend à une profondeur de près de 100 mètres. Et tous ces réseaux de grottes sont restés dissimulés juste sous la surface, intacts, pendant des millions d'années. Ce n'est que récemment que leur existence a enfin pu être démontrée. Des scientifiques de l'université de Trente, en Italie, les ont identifiés grâce à une technologie radar spécifique et à des méthodes informatiques avancées. Ces techniques permettent de voir sous la surface au moyen d'ondes radar qui rebondissent et révèlent des indices sur ce qui se cache en dessous. En analysant la manière dont ces ondes étaient réfléchies, les chercheurs ont pu déterminer la forme et la taille de ces grottes dissimulées. L'aspect le plus remarquable est que nous pourrions y installer nos futures bases lunaires. Ces grottes offrent une protection naturelle contre les radiations, les vents violents et les météorites. La NASA a même trouvé des indices montrant que certaines d'entre elles maintiennent une température stable d'environ 17 degrés, ce qui constitue un confort presque inimaginable pour la Lune. Et en plus, il pourrait même y subsister de l'eau. Les humains pourraient donc s'abriter dans ces tunnels et y édifier de véritables colonies. Et je devine votre pensée. Ces grottes pourraient-elles dissimuler d'étranges monstres lunaires? Certes, elles offrent un formidable potentiel d'exploration et la possibilité de découvertes fascinantes. Mais, même si nous y trouvions une petite forme de vie ou quelques organismes microbiens, il y a environ 99% de chances qu'aucun véritable monstre n'existe là-dessous. De telles conditions rendraient son développement pratiquement impossible. Cela ferait toutefois un excellent film d'horreur. Les chercheurs souhaitent d'abord envoyer des robots ou des drones afin d'explorer ces tunnels et vérifier qu'ils soient suffisamment sûrs pour l'homme. Et les États-Unis ne sont pas seuls dans cette entreprise. La Chine étudie elle aussi la possibilité d'exploiter ces grottes lunaires pour y établir de futures bases, preuve que la course à l'exploration et à l'implantation lunaire s'intensifie.